Nous sommes en guerre. Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir à nouveau avec Simon, la personne qui s'occupe du plan de retour à la Terre que l'on propose dans le plan anti 7. Bonjour Simon, comment vas-tu? Salut Raphaël, ça va très bien et toi? Eh ben écoute, ça va bien. J'ai hâte de savoir en fait ce que tu as pu mettre de nouveau justement dans cette formation qu'on propose, qui est en fait de plus en plus fournie. On avait déjà fait une vidéo donc de présentation. Donc de ton projet que tu avais lancé, c'est-à-dire en fait de justement quitter la ville pour faire un retour à la terre et surtout en fait un projet d'autoconstruction totale et vraiment ça allait donc de simplement le départ à la ville, trouver un terrain, faire un plan, construire la maison, etc. Et en fait de traverser toutes les étapes de l'autoconstruction. Et donc tu as pu progresser sur les étapes que tu as pu développer déjà. Quand on avait fait notre entretien, quelle était en fait la dernière partie que tu avais traitée avant qu'on puisse parler justement de ce que tu viens d'ajouter suite à l'été qui vient de passer? Alors déjà, un point que tu rappelles qui est très important, c'est l'aspect progressif des vidéos. C'est-à-dire que je vais traiter essentiellement des sujets que je vis au quotidien. Donc là, c'était sur l'autoconstruction, parce que c'était mon actualité. Et progressivement, je vais aller vers, par exemple, cet hiver des fruitiers, le printemps prochain, le potager. Mais par contre, j'ai toujours pas fait de vidéo sur le potager parce que je n'en ai toujours pas fait. Donc en fait, c'est vraiment pour mettre l'accent, sur le fait que je parle de mon actualité et je ne fais pas des vidéos généralistes sur les sujets d'autonomie. Voilà. Donc pour répondre à ta question, les dernières vidéos que j'ai traitées, c'était sur, tout ce qui était chauffage. Chauffage au bois, donc comment choisir son chauffage au bois et moi j'avais fait le choix du poêle de masse, donc j'ai réalisé une vidéo spécifique sur le poêle de masse. Et qu'est-ce qui va bien à mettre dans un poêle de masse? C'est le bois de chauffage. Donc j'ai fait une vidéo sur le bois de chauffage et ça m'a un petit peu aiguillé vers, d'autres vidéos sur le thème du bois parce que j'avais fait beaucoup de enfin j'ai eu à beaucoup me renseigner quand j'ai construit ma maison sur les différentes classes de bois. Quel bois on peut utiliser à quel endroit, quel traitement, pas de traitement et donc j'avais fait une vidéo spécifique sur les classes de bois et je crois qu'on s'en était arrêté là. J'ai fait une petite pause en juillet et j'ai repris les vidéos à partir d'août et septembre. Donc là, il faut peut-être apporter un petit peu plus de précision, parce que donc tu as parlé de vidéos, mais en fait, il n'y a pas que ça. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on peut parler de modules, finalement, de modules progressifs, pour montrer les étapes. Et d'ailleurs, ce sont des étapes chronologiques dans un projet donc de retour à la Terre. Et donc là, en comptant cette mise à jour donc qui va arriver donc pour septembre, on est à environ 21 modules, si je me trompe pas. Et il faut peut-être Ouais. préciser que donc chaque module, évidemment, donc il y a des vidéos explicatives, des fiches de synthèse et d'ailleurs des contenus qui peuvent être beaucoup plus conséquents selon les sujets. Et d'ailleurs, Ouais. justement, quels sont les sujets que tu as pu apporter donc de nouveau donc suite à cet été? Alors en effet, ouais, c'est des j'écris souvent en fait, la fiche d'abord, ou c'est pas forcément j'appelle ça fiche synthèse, mais en fait elles sont très complètes. Donc c'est plus selon votre manière de, d'apprentissage, enfin si vous êtes plus auditif ou, plus visuel, vous allez peut-être préférer les fiches aux vidéos. Mais globalement, on retrouve à peu près les mêmes choses dans les fiches et dans les vidéos. Il peut y avoir des précisions qu'il y a pas dans les fiches parce qu'à l'oral on va des fois digresser. Donc il peut y avoir des petites précisions importantes dans les vidéos, mais globalement, le contenu est à peu près le même. Ceci dit, les fiches sont plutôt complètes avec des photos. Et des fois, si je vois qu'il y a des points qui sont très pertinents à montrer, je fais une petite vidéo courte de 5 minutes en parallèle. Et pour les sujets que j'ai abordés donc depuis août, il y a pas mal de vidéos, comme ça conclut un petit peu ce sujet de l'autoconstruction. Conseils et retours d'expérience. J'ai fait 3 petites vidéos là-dessus. Et les démarches administratives
avant chantier et après chantier. Donc réaliser son permis de construire, voir toutes les démarches qu'il y a autour de la RT 2012, du consuel, de l'assainissement, et à la fin de chantier, comment ça se passe concrètement. Voilà, poser sa déclaration de fin de chantier, le respect des réglementations thermiques, qu'est-ce qui se passe concrètement si vous n'avez pas l'attestation, comment ça se passe le dialogue avec la mairie, les phases de négociation. Donc ça, c'est des points qui sont très importants et que je vois assez peu sur Internet. C'est-à-dire que si vous commencez à taper je n'ai pas respecté mon permis de construire, est-ce que je vais me faire taper sur les doigts, vous tombez sur un article de loi qui vous dit 300 000 euros d'amende et 10 ans d'emprisonnement. Concrètement, ça se passe pas comme ça. Il y a des moyens de négociation. C'est plus subtil que ça. Donc voilà, ne vous fiez pas qu'à Internet. Il faut des retours de terrain pour se faire un véritable avis. Donc ces 2 vidéos concluent la partie autoconstruction. Il y en aura peut-être une dernière sur une visite globale de la maison qui arrivera dans les prochains mois. Sur août, j'ai aussi démarré une série sur les plantes sauvages. Comme j'ai raté un petit peu complètement la saison du potager parce que j'étais encore dans mon chantier, j'ai souhaité quand même faire parler un petit peu d'alimentation. Et en plus, je trouve que les plantes sauvages, c'est un très bon point de départ pour parler d'alimentation parce que ça va être quelque chose qui est gratuit. On n'a pas à semer, on n'a pas à s'en occuper. Ça pousse tout seul, donc il y a que la récolte et la cuisine. Donc j'ai voulu initier ça à ce moment-là. Il y a une vidéo sur les toilettes sèches qui va être qui est très importante à mes yeux parce que c'est un des rares systèmes qu'on peut faire totalement en autonomie. Si vous êtes raccordé au tout à l'égout, vous n'êtes pas vraiment en autonomie sur votre assainissement. Il y a une vidéo sur le zonage en permaculture. Alors il y a une petite partie qui va être généraliste sur rappeler quel est ce principe, et une deuxième partie qui est concrète et qui est adaptée à mon terrain. Donc je prends une vue satellite de mon terrain et je réalise le découpage. Donc c'est un exercice pratique. Et bon, on voit que c'est plus complexe à mettre en place que la théorie et que ça se confronte souvent à des problématiques économiques, administratives même. Donc c'est un exercice assez intéressant. Et la dernière vidéo que j'ai faite très récemment, c'est sur les enduits terre, parce que j'avais pas fait l'enduit sur le fameux pôle de masse dont on parlait en début de vidéo. Et donc je me suis dit que je pourrais faire une petite vidéo sur les enduits terre, mais qui m'a amené en fait à faire une grosse vidéo sur le sujet. Et donc, avant donc d'aborder donc ces différents modules et différents points, donc pour montrer expliquer un petit peu plus le pourquoi est-ce que tu as fait certains modules et pourquoi certains sont plus longs que d'autres. Est-ce que tu peux quand même faire un rappel donc sur ton projet d'autoconstruction et surtout donc qu'est-ce que tu as réalisé, c'est-à-dire quel est le type de maison que tu as fait, quelle est la zone que tu as choisie, combien de temps ça t'a pris. C'est important de faire ce genre de rappel parce qu'encore une fois on parle d'un projet donc de retour à la terre complet, donc c'est un énorme chantier et c'est toujours bon de montrer le projet global que tu as lancé et qui arrive bientôt à son terme. Ouais, tout à fait. Alors, énorme, justement, je ne voulais pas faire un truc énorme pour arriver au bout de mon chantier. Ça fait partie des conseils autoconstruction que je donne, qui est d'être assez minimaliste, de viser vraiment l'essentiel pour se garantir de finir son chantier, aussi bien d'un point de vue économique que d'un point de vue psychologique et physique. Donc si je rappelle succinctement ce que j'ai réalisé, j'ai acheté un terrain d'1 hectare quelque part en France, dans la diagonale du vide, voilà, un grand terrain dans une zone très rurale et très forestière. Ça faisait partie de mes critères, une zone forestière. Sur ce terrain, il y a une partie constructible, donc j'ai déposé mon permis de construire. J'ai construit une maison en bois, paille et terre. Donc en fait, c'est une maison qui est sur pilotis en bois avec une dalle en bois. Les murs sont en terre-paille, donc c'est une technique que j'aborde dans les premières vidéos que j'ai faites, la technique du terre-paille. Et elle fait avec la véranda 81 mètres carrés. Et voilà, c'est une maison très simple, mais qui est, je pense, assez bien conçue, avec des possibilités d'agrandissement. Et voilà à peu près où j'en suis. Bon, il y a plein de petits détails que j'ai omis autour de ça. C'est une maison que je voudrais autonome à long terme. Là, je suis actuellement autonome en eau. Donc, il y a des vidéos que j'ai faites sur le traitement de l'eau. Quel traitement faire, à quel endroit, est-ce que c'est vraiment nécessaire de surtraiter son eau? Voilà, ce genre de questions.
Et voilà, donc les vidéos vont aller dans ce sens-là. Comment rendre cette maison complètement autonome et comment me rendre moi-même autonome en nourriture, en énergie. Voilà, tous les aspects de la Mmh. résilience. Donc ça c'est très intéressant parce que donc là quand tu as parlé donc de que tu as décrit un petit peu la maison, hein, tu as aussi par exemple parlé des fondations, tu as existé sur pilotis, etc. Et encore une fois on rappelle que c'est quelque chose que tu as fait vraiment toi-même. Mmh. Et donc ça c'est quand même un retour d'expérience important. Et justement ça c'est un module donc que tu as créé qui à mon avis est très important. Dont toute personne en fait a besoin et surtout pour être à jour, que ce soit sur la partie administrative qu'on va aborder, mais aussi donc avoir des retours de personnes qui ont concrètement réalisé un projet donc par eux-mêmes. Et donc c'est le fameux module donc de retour d'expérience sur l'autoconstruction. Donc sans Mmh. forcément aller trop dans les détails, parce que de toute façon tout est accessible justement donc dans ce module et donc dans ce pack du plan anti-reset et du retour à la Terre. Donc selon toi, pourquoi donc as-tu fait ce retour sur l'expérience, ou sinon quel est le point le plus important que tu as pu découvrir sur ce fameux retour d'expérience, quelque chose que tu aurais pu peut-être aimer savoir avant, ou quelque chose qu'il Mmh. faudrait absolument savoir aujourd'hui qui peut être fondamental. Si je peux me permettre par exemple un petit exemple avant que je te laisse répondre, c'est que si on regarde des contenus qui datent des années, je sais pas, peut-être 2010, etc., peut-être que les gens ne sont pas au courant que s'ils sont à la recherche d'un terrain, que avec les années, il y a eu une loi qui est passée qui a supprimé donc le côté Mmh. constructible sur plus de 2 tiers des terrains en France, par exemple. Ouais, Et tout ça, à c'est fait, quand ouais. même un petit détail Ouais. important. Mais je te Ouais, laisse tout à fait. répondre. Quelque chose que j'aurais aimé savoir, que les matériaux fassent x2 sur les prix. Ça, j'aurais bien aimé le savoir avant, mais pour le coup, j'avais quand même anticipé. S'il y a vraiment un conseil, mais je reviens pour les gens qui se lancent dans de la construction, c'est vraiment viser simple et petit. Le plus petit possible et le plus simple possible, mais de manière intelligente que vous pourrez plus tard agrandir. Ça, c'est vraiment le conseil que je pourrais donner. Et c'est là où moi entre guillemets, je me félicite, c'est d'avoir visé petit et d'avoir quand même pu finir mon chantier malgré l'inflation. Hmm. Parce que, voilà, pour la petite anecdote, j'ai fait mes fondations et je devais recevoir le bois pour la construction. Et à ce moment-là, le scieur m'appelle et il me dit, bon, bah, on a 2 mois de retard et toutes les parties OSB, panneaux, on peut pas livrer parce que trop cher. Trop cher, ça avait littéralement fait x2. Et donc, du coup, j'ai dû m'adapter, trouver des solutions. Mais quand ça vous arrive sur la gueule en tout début de chantier, c'est compliqué. Et d'autant plus compliqué si vous visez vraiment des grosses baraques. Moi, j'ai quand même pu trouver des solutions. J'ai fait des concessions, donc la maison m'a coûté plus cher que ce que j'avais prévu. Je pense environ 30% plus cher. Mais j'ai pu m'en sortir. Donc le conseil que je donne, c'est visez petit et faites simple. Hmm. Et sur les démarches administratives, est-ce que, donc vu que tu as fait ton permis, que tu as réalisé ta maison, et tu as parlé justement tout à l'heure donc du fait de vérifier si tout est aux normes, s'il n'y a pas de problème par rapport au plan, etc. Est-ce qu'il y a peut-être quelque chose que tu aimerais dire pour parler un petit peu de ce module-là et du coup de la pertinence quand même de faire attention à ces sujets-là et Ouais. de quelque chose que tu aurais, par exemple, encore une fois, aimé savoir, ou quelque chose face auquel tu t'es confronté et qui s'est retrouvé problématique, parce que justement, la France est quand même à la base censée être réputée pour être un enfer administratif. Donc, Mm, mm. est-ce que c'est le cas, d'ailleurs? J'ai trouvé que ça allait. Je pense qu'il y a une grosse différence entre le secteur campagne et le secteur très urbain, où l'administration est plus conciliante et où le dialogue est plus le dialogue est possible. C'est-à-dire que moi j'ai dû faire passer un modificatif parce que j'avais pas spécialement bien respecté mon permis de construire, justement dû à l'inflation, aux difficultés de chantier. Et il se trouve que l'administration a été plutôt à l'écoute et n'ont pas cherché à me mettre de bâton dans les roues en fait. Ce qui pourrait être le cas dans des grandes villes où vous avez construit votre maison, vous avez changé la couverture, la couleur des tuiles ne correspond pas, et là l'administration peut être bête et méchante et dire ah bah non, nous nos PLU sont clairs, on s'en fout si ça vous coûte 15 000 balles pour tout changer, et bien vous raquez et c'est vous qui vous alignez. Je trouve qu'en campagne c'est plus conciliant et c'est pas aussi pointilleux quoi. Il y a plus d'espace, ils ont aussi moins de moyens, donc c'est plus compliqué pour eux de contrôler. Et en fait, finalement, ils sont quand même au service des gens et ils aiment aussi se sentir utiles. Donc il faut pas négliger cet aspect-là. Hmm. Et est-ce qu'il y a, donc, pour la campagne,
un sujet qui est abordé de plus en plus souvent aujourd'hui par les médias ou dans l'actualité, c'est justement le problème donc de l'écologie, des passoires thermiques, par exemple, et des taxes qui peuvent apparaître derrière ou les interdictions de certaines constructions. Est-ce que donc toi tu as pu observer soit un changement, soit être affecté par ça, parce que donc toi tu es en autoconstruction, Ouais. et on sait que normalement donc quelqu'un qui souhaiterait faire un chantier donc en ville ou dans une ville par exemple donc très très urbaine, cette personne se retrouve avec pas mal donc d'obligations de certaines références de base à respecter. Est-ce que toi tu as été confronté à ça? Est-ce qu'il y a eu des modifications? Est-ce que tu as un commentaire à faire sur ça? Je suis honnêtement vraiment pas fan de toutes ces réglementations thermiques. Je comprends pourquoi c'est mis en place, parce qu'il faut bien cadrer un peu, parce que sinon peut-être que les gens feraient n'importe quoi, on construirait à l'arrache, et oui, ce serait des passoires thermiques. Mais je trouve que ça va trop loin et que les sanctions peuvent être beaucoup trop fortes pour des trucs comme ça. Par exemple, sur la RT 2012, on n'a pas le droit d'avoir un poêle à bois normal. C'est-à-dire qu'il faut un système, si je dis pas de bêtises, qui soit autonome ou régulable. Donc en gros, il faut des poêles à granulés. Est-ce que tu Et peux dire ce que c'est la RT 2012? c'est la réglementation thermique des constructions neuves, mais qui n'est déjà plus valable. En fait, c'est encore valable pour ceux qui ont posé des permis de construire avant 2021, un truc comme ça. Et on est D'accord. passé à la réglementation environnementale 2020, qui comprend une partie de la RT 2012. Donc ça parle de réglementation thermique, donc l'isolation, ce genre de choses. Et ça inclut aussi l'énergie grise des différents matériaux qui sont employés dans la construction. En soi, il y a des choses qui sont très pertinentes et très intéressantes, mais là où ça me fait un peu péter un plomb, c'est qu'on va nous imposer énormément de choses qui sont très énergivores, donc pour moi pas écologiques. Avoir par exemple des poêles à granulés, des prises RJ45 dans toutes les pièces, jusque dans les chiottes, et des VMC à tout va. Pour moi, c'est contradictoire avec le principe écologique. C'est très orienté isolation et pas assez sur la partie de l'inertie. Donc pour moi, il y a énormément de choses à revoir sur ces normes-là. Et ça a un poids économique considérable sur les gens qui construisent. La RT 2000, enfin l'aéro 2020, enfin, ça coûte une blinde. Tu veux avoir un chauffe-eau thermodynamique plus un poêle à granulés, tu pars déjà sur peut-être 10 000 euros. Alors qu'en fait, tu peux très bien t'en sortir avec des choses beaucoup plus simples et qui sont tout aussi écologiques. Mais donc est-ce que ça veut dire que donc toi pour le moment tu as encore une liberté de construction à ce niveau-là, sur ce domaine-là, ou est-ce que tu as dû te soumettre à certaines obligations en cas de contrôle, ou est-ce que c'est inscrit dans la loi, etc. Ce que je veux dire, c'est, enfin, parce que par exemple tu as parlé donc de terre-paille. Est-ce que le terre-paille est réglementé de manière vraiment très très stricte? Est-ce que c'est quelque chose qui peut apporter certains soucis ou pas? J'ai envie de dire un petit peu de joker, parce que là, il y a beaucoup de choses qui seront dans les, dans les fiches, mais il y a quand même, il y a quand même moyen de négocier. En fait, bon, je vais quand même le dire. Sur la RT 2012 RE 2020, le mieux, c'est quand même d'en parler autour de soi et de voir si les gens ont pris des sanctions ou pas. C'est-à-dire que, en fait, le plus important, c'est de pouvoir poser sa déclaration de fin de chantier, ce qu'on appelle la DAACT. Parce que si vous ne la posez pas, derrière, vous ne pouvez pas vendre votre maison et vous ne pouvez pas faire de nouvelles constructions. En fait, vous avez déposé un permis de construire, vous avez fait votre bâtiment. Si vous en restez là, en secteur campagne, souvent, il n'y a pas de problème. Parce qu'en fait, les mairies n'ont pas forcément les moyens d'aller vous chercher pour vous demander de poser votre déclaration de fin de chantier. Donc en fait, si vous restez dans cette optique-là, que vous ne comptez jamais vendre et que vous ne comptez jamais agrandir, vous pouvez construire à peu près ce que vous voulez et sans spécialement respecter ces normes-là. Il faudra respecter d'autres normes, notamment tout ce qui est consuel et tout ça, et respecter votre permis de construire, parce que s'il y a une plainte du voisinage sur l'esthétique ou sur les distances, là ça peut être problématique. Mais sur la réglementation thermique, vous pouvez en fait vous pouvez filouter sur cet aspect-là. Après, si vous voulez poser votre déclaration de chantier, mais ne pas respecter les réglementations thermiques, en fait, vous allez devoir quand même faire les contrôles. Donc ça vous coûte cher parce que vous faites venir une entreprise qui va venir contrôler ce que vous avez fait, tester l'étanchéité à l'air et tout ça. Et en fait, cette entreprise va vous donner une attestation de non-conformité que vous allez joindre à votre dossier final de déclaration de fin de chantier qui va être envoyé à la mairie.
Et c'est là où vous pouvez claquer un peu des fesses, c'est que la mairie peut vous dire mettez-vous en conformité, ou alors elle peut très bien faire la morte, et dans ce cas-là, vous n'aurez jamais de problème à ce niveau-là. Hmm. Et c'est là où c'est filou, c'est là où c'est subtil, et c'est là où faut jouer fin si vous voulez truander à ce niveau-là. Hmm. Et donc j'aurais une dernière question sur ce sujet-là, c'est-à-dire que comme moi je suis pas actuellement donc dans l'autoconstruction, parce que ton projet a démarré en quelle année? Ça fait combien de temps que tu es sur ce projet-là? Je crois que mon permis de construire c'est fin 2019, et j'ai attaqué mars 2021, et j'ai fini en mars-avril 2023. Donc 2 ans de chantier, et 1 an en amont d'administratif, de construction d'une cabane, tente de stockage, ce genre de choses, quoi. Hmm. Et donc ma question, c'est donc j'ai cité l'exemple de la loi qui a été passée, qui a permis en fait à supprimer à 2 tiers des terrains constructibles, justement leur appellation constructible en Ouais. France. Est-ce que donc pendant ton chantier, tu as pu voir qu'il y avait, oui ou non, des modifications très régulières et peut-être même un peu agressives sur le plan administratif ou légal par rapport à l'autoconstruction ou même la Euh, construction en général? Pas plus que ça, parce qu'une fois que les PLU sont changés, je crois que c'est quand même changé pour un petit moment. Donc il n'y a pas eu de repasse derrière sur ces trucs-là. Mais bon, je crois que c'est 2020, ils ont shooté beaucoup de terrain. Donc il y a des gens qui se sont un peu précipités, bah, un peu comme moi, et puis j'en connais d'autres qui ont acheté les derniers grands terrains comme ça. Euh, Par contre, ce que j'ai pu voir, peut-être, c'est sur l'habitat alternatif. J'ai vu passer beaucoup d'articles sur des gens qui sont délogés parce qu'ils sont en tiny house ou en yourte sur des zones naturelles, par exemple, ce qui Hmm. était moins le cas avant. Ils ont créé les fameuses zones pastilles, qui sont en fait des terrains qui sont adaptés spécifiquement à ce genre de construction alternative. Donc, ils ne sont pas des zones constructibles, mais qui ne sont pas des zones non constructibles. C'est des zones spécifiques à l'habitat, habitat léger, habitat alternatif. Mais en fait, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça existe administrativement, mais dans la vraie vie, vous n'avez quasiment pas de terrain pastille. Enfin, vous avez peut-être, je sais pas, une dizaine de communes en France qui ont appliqué ça. Je dis un chiffre au hasard, hein, je connais pas le vrai chiffre. Hmm. Mais j'avais regardé, j'ai rien trouvé. Par exemple, sur mon département, j'ai quasiment pas trouvé de zone pastille. Déjà que c'est compliqué quand vous cherchez un terrain pour vous, de trouver quelque chose qui vous plaît, euh, voilà, qui est adapté à vos besoins, enfin tout ça. Donc voilà, le truc que j'ai vu, c'est plus une restriction sur l'habitat alternatif, qui impose maintenant quasiment d'avoir du constructible pour poser des habitats légers. Hmm. Et, euh, et donc j'ai une question, c'est donc tu as parlé donc de l'inflation et par exemple avec le fait que le bois avait doublé pendant la période sanitaire. Donc déjà c'est est-ce que tous les prix de tous les matériaux, toutes les matières premières avaient vraiment, enfin tous les matériaux avaient augmenté. Et surtout, c'est est-ce qu'aujourd'hui les prix sont toujours restés hauts? Est-ce qu'il y a des prix qui ont diminué? Ça, par exemple, c'est pour savoir si un projet d'autoconstruction vraiment, en fait, s'est trouvé à avoir un prix qui a véritablement explosé aujourd'hui et qui risque peut-être même encore d'augmenter si les gens attendent trop longtemps. Alors, je crois que sur le conventionnel, donc tout ce qui est parpaing, briques, les professionnels arrivent quand même à limiter l'inflation. Donc, je crois que ça a pris autour de 30%. Par contre, pour des matériaux ouais, comme le bois, l'OSB, je crois que ça a pas beaucoup redescendu. On est peut-être pas à x2, mais quasiment. En tout cas, par rapport à peut-être il y a 5 ans. Et si vous prenez par rapport à il y a 10 ans, là, vous avez peut-être fait x3. Parce que moi, j'avais vu des forums, des vieux forums sur l'autoconstruction où le mètre cube de Douglas était à 300 euros. Donc, c'est colossal. Aujourd'hui, je crois qu'il est autour de 850, 900, si vous prenez Ah la ouais. Syrie à côté Mm. de chez vous. Donc, ouais, ça a carrément augmenté. Et la ferraille aussi a énormément augmenté. Donc, tout ce qui est tôle, tout ce qui va être raccord de plomberie, électricité. Et puis les outils, je pense aussi. L'outillage a augmenté. La livraison aussi, puisque l'essence a augmenté, donc les frais de livraison ont augmenté. C'est difficile de faire un chantier sans livraison. Même le sable a augmenté. En fait, tout ce qui touche, tout ce qui nécessite de l'énergie pour la transformation, la production a augmenté parce que l'énergie a augmenté. Donc, Mm. c'est compliqué. Après, les professionnels arrivent quand même à avoir des tarifs plus intéressants que les particuliers. Donc, il faut se tourner, je pense, vers d'autres choses, vers de la construction plus alternative et peut-être plus rustique, mais qui permet de s'en sortir.
Eh ben, justement, donc ça fait partie des points que tu abordes. Donc, comme tu as fait de l'autoconstruction, tu as la liberté de choisir donc ce que tu veux et ce que tu peux construire pour Ouais. donc soit optimiser donc le confort ou la qualité. On a parlé par exemple de l'aspect un peu au niveau des passoires thermiques, de l'énergie, etc. Parce que tu traites aussi le fait de se chauffer, le fait de d'isoler la maison, etc. Enfin, tout le principe de construction d'une maison. Est-ce que donc il y a des points, des choses donc que tu as pu aborder ou que tu vas aborder là dans les nouveaux points de septembre qui permettent justement d'aborder ce sujet-là à la fois donc d'avoir même si c'est un modèle de vie un peu plus rustique, c'est avoir un Mm. intérêt à la fois économique mais qui c'est aussi donc tout simplement même écologique. Oui, bah, en fait, il y a déjà des vidéos que j'ai faites sur ce sujet-là qui permettent de faire des choses à beaucoup moins cher. Je parlais des fondations à la chaux, soubassement à la chaux, ça c'est très intéressant. Par exemple, si vous avez un terrain qui est très argileux, vous allez voir un maçon ou quelqu'un qui fait une étude de sol, ils vont vous dire vous faites des micro-pieux à 30 mètres et ça coûte 30 000 euros. En fait, vous pouvez faire des choses beaucoup plus simples. Vous faites des fondations avec on appelle ça fondation cyclopéenne aujourd'hui, mais ça s'appelle un gros béton de chaux. Donc c'est un mélange moitié-moitié de béton de chaux et de pierres, de grosses pierres. Et ça permet de faire des fondations relativement souples qui permettent d'encaisser des déformations sur des terrains argileux soumis à ce qu'on appelle des retraits gonflements. Donc c'est quand l'argile se réhumidifie et sèche au cours de l'année. Donc en fait le terrain bouge. Et donc grâce à des petites alternatives comme ça, on peut se permettre de faire des choses à pas très cher. Donc là j'ai pris l'exemple euh, des fondations, mais il peut y avoir par exemple le fait de faire des enduits terre. Moi c'est quelque chose dont je suis assez fan. Enduit terre, enduit chaud, faire des finitions simples avec du bois non traité que vous prenez directement en scierie. Il y a aussi la question de l'assainissement. On peut faire de grosses économies sur l'assainissement. Alors le problème, c'est que si vous êtes, je crois, si votre terrain est raccordé au tout à l'égout, vous êtes obligé de vous raccorder au tout à l'égout. Mais dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin d'assainissement. Mais si vous êtes comme moi sur un terrain non raccordé, vous devez avoir un assainissement individuel. Et là, par contre, on peut vraiment faire de grosses économies en combinant des toilettes sèches avec un système qui s'appelle la pédoépuration. Donc ça, ce sera l'objet d'une des prochaines vidéos, je pense sur octobre ou novembre, parce que je vais la réaliser chez moi. Et ça vous permet d'éviter d'avoir déjà toute la plomberie sur des toilettes normales, tous les inconvénients avec des fuites et voilà tout ce genre de trucs. Et ça vous évite d'avoir une fosse septique surdimensionnée avec tout l'entretien que ça implique, voire des micro-stations d'épuration ou ce genre de choses. Donc voilà, on peut faire de grosses économies là-dessus. Et quand on Et quand combine tout ça, excuse-moi de te couper, mais ouais, justement, quand tu parles donc de grosses économies, par exemple pour ce système d'assainissement, là on est en septembre donc 2023, euh, ça représenterait concrètement combien d'économies par rapport à un système d'assainissement plus classique? une fosse septique, une fosse tout eau même, je voudrais pas dire de bêtises, mais installer soi-même juste en matériaux, on doit être autour de 2500 euros. Et installé par des pros, alors là tu peux monter à 5-6 000 euros facile. Et puis ça grossit en fonction du nombre de personnes. Donc pour une personne, ça peut être pas très cher, et pour une famille de 4-5 personnes, ça peut être cher. Toilette sèche, ça coûte peut-être 100 balles à faire le caisson, à acheter un bac et faire le bac de compostage qui va bien. Et pédoépuration, pareil, autour de 100-150 euros. Hmm. Et en plus, Donc ça, c'est pas très connu. Je pense que les gens qui vendent des fosses septiques vont pas en faire la promotion. Mais c'est pas forcément en plus mal vu par le SPANC. Le SPANC, c'est le service qui gère l'assainissement non collectif. Et en fait, ils voient plutôt ça d'un bon œil. Ils aiment bien ce genre de système parce que c'est authentiquement écologique. Et en plus, c'est pour eux facile à contrôler. Donc c'est bénéfique pour tout le monde. Parce que je vais parler par exemple là, de pédoépuration. Je sais pas si tu as expliqué juste avant un petit peu ce que c'était, mais je pense que ça peut être intéressant d'expliquer de l'intérêt justement de cette chose-là et pourquoi ça peut être bien vu, et même pour les personnes qui souhaitent à la fois faire un retour à la Terre et avoir une dimension écologique. Et encore Mhm. une fois, donc c'est juste aussi un petit message. Donc on avait fait un premier entretien qui avait été très bien reçu. Ne soyez pas étonnés, les personnes qui vivent déjà à la campagne, si on aborde des sujets qui peuvent sonner évidents pour vous. Essayez de vous mettre à la place justement d'une personne qui était donc citadine et qui justement va dans un univers qu'il ne connaît absolument pas. C'est des choses qui ne semblent pas Mhm. forcément évidentes pour tout le monde, mais qui sont très importantes à aborder parce que ça peut faire une très grosse différence. Donc je laisse répondre. Ouais,
Tout à fait, hein. Je pense, il y a des gens d'une certaine génération qui, pour eux, c'est assez évident parce qu'ils ont connu leurs grands-parents de très près. Donc, ils ont vu toutes ces choses-là et pour eux, c'est du bon sens. Mais il faut qu'ils comprennent qu'il y a toute une génération, des gens qui ont moins de 30 ans aujourd'hui, qui ont grandi en banlieue pavillonnaire, qui ont peut-être même pas connu leurs grands-parents et il y a vraiment une rupture de transmission générationnelle à ce niveau-là. Et donc, il faut tout réapprendre. Et voilà, donc faut pas s'étonner, oui, si des fois on dit des choses qui peuvent être bidons, mais il y a des choses qui peuvent aussi intéresser même les plus aguerris, parce que ça fait longtemps qu'ils ne sont pas intéressés au sujet ou voilà. Et donc, Ah oui, tu donc voulais voilà, que je je parle pense de la pédoépuration, non? exactement. Euh, eh bien, de manière très synthétique, c'est un système qui va favoriser l'infiltration et le traitement par le sol, euh, plutôt que par une fosse septique ou une fosse tuto ou une microstation. Le gros intérêt, en fait, c'est qu'on va séparer les ovanes des eaux grises. Les ovanes, c'est tout ce qui est sel et urine. Et en fait, combiné avec des toilettes sèches, les toilettes sèches vont traiter les parties sel et urine, donc les ovanes, et il ne restera à traiter que les eaux grises. Et les eaux grises, c'est l'eau qui sort de la douche et de tous les robinets. Et donc, normalement, si vous n'utilisez pas de produits particulièrement dangereux, c'est juste de l'eau savonneuse et un peu grasse. Et dans ce cas-là, le traitement est quand même beaucoup plus simple. Et en fait, là où on peut faire une critique, c'est si vous installez par exemple une fosse toute eau sur votre terrain, vos eaux grises, elles vont juste rentrer dans la fosse, décanter un peu et ressortir telles quelles. Donc en fait, on pourrait très bien se passer de tout ça, et la pédoépuration permet de répondre à cette problématique pour vraiment pas cher. Eh ben très bien, donc je pense que là justement, donc ça fait partie des modules que tu as mis en place pour le mois de septembre. Avant d'arriver à la conclusion, est-ce que tu peux nous dire les autres modules qui pourraient arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Il y a une vidéo sur le zonage, zonage en permaculture, bon, qui est un sujet qui a été traité un petit peu en long, en large et en travers par pas mal de personnes sur Internet. Et on en avait Et parlé moi, en début d'entretien aussi, ouais. ouais, moi l'idée que j'ai fait sur cette vidéo, bon, je fais un rappel de ce que c'est, les différentes zones et tout ça. Et après, ce que je fais, c'est que je prends mon terrain en vue satellite et je le réalise concrètement sur cette fiche-là. Mais ça permet de voir aussi certains aspects qui peuvent être un petit peu plus liés à de l'économique ou de l'administratif. Par exemple, en théorie, on met sa maison en plein milieu du terrain et on définit ses zones de manière circulaire tout autour. Sauf qu'en fait, vous pouvez avoir des contraintes que vous n'avez pas prévues avant. Vous pouvez avoir des arbres qui vous coupent du vent, mais qui pourraient être une zone en fait maraîchère, mais vous allez la garder telle quelle parce qu'elle vous coupe du vent et qu'il y a des arbres que vous voulez pas couper. Vous pouvez aussi avoir des zones constructibles que vous n'avez pas forcément envie de transformer en verger. Parce que forcément, si vous voulez un jour construire, même si c'est dans 10 ans, ça fait toujours mal de couper des fruitiers. Donc voilà, c'est tous ces petits aspects-là pratiques que j'aborde sur cette fiche-là. Et après, sur l'actualité plus lointaine, il y aura beaucoup de fiches sur les fruitiers quand ce sera la saison de planter. Champignons, plantes sauvages. Et voilà. Voilà ce que j'ai en tête pour l'instant. Ok, très bien. Donc, bah, je pense que on a pu faire le tour. Donc, encore une fois, Simon, merci beaucoup. On le rappelle, ça fait partie donc de ces séries modules, ça fait partie donc du plan de Retour à la Terre que vous pouvez retrouver directement dans le plan anti-reset. Vous avez les liens en description. Si vous avez aimé ce contenu, évidemment, n'hésitez pas à mettre un pouce, à le partager. Simon, on va se revoir donc, je pense, très bientôt, dès que tu auras fait une mise à jour. Et Ouais, est-ce que tu as un ça dernier marche. commentaire à faire? Non, pas plus que ça. Portez-vous bien en ces temps inflationnistes, voilà. Essayez de ne pas aller chez Lidl et privilégier les les produits locaux. Et ben voilà, tout simplement. Donc, excellente journée à tous et je vous dis à très bientôt. Simon, encore merci. À la prochaine. Salut, à très bientôt, Raph.